Vas-y, 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 vas-y. Ouvre. On a des reprises à tout par 5, hein. Voilà. Ah ouais, ouais. Madame, réveillez-vous là. Vous êtes un petit peu abîmé, vous avez une plaie d'arcade, vous avez un traumatisme crânien. Il prend pas de drogue ce monsieur. C'est une combustion qui est pas bonne. Donc ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, ça peut nous péter à la gueule, quoi. Y'a quelqu'un là, l'ascenseur? Oui, oui. En fait, c'est un des 3 câbles qui tient la cabine. Et une personne gravement brûlée au rez-de-chaussée. On aime ça parce que c'est le combat, parce que c'est la guerre, parce que c'est l'ennemi qu'il faut abattre et on se bat contre lui, quoi. Croire que tout est facile. On tombe dans la routine et puis on se fait piéger. Donc il faut savoir rester humble et être vigilant. Bonsoir à tous et bienvenue dans Révélation, votre magazine d'investigation. Ce soir, nous sommes à la caserne de Maurepas, dans les Yvelines. Ici, près d'une centaine de pompiers portent chaque jour secours à nos concitoyens. Incendie, accident de la route, aide à la personne, qu'il soit volontaire ou professionnel, les pompiers sont sur tous les fronts. Toutes les 7 secondes, ils interviennent partout en France, au péril de leur vie. Qui sont ces hommes et ces femmes prêts à tout pour assurer notre sécurité? Quelles sont leurs principales missions? Quels risques prennent-ils pour nous sauver? Exceptionnellement, nous avons pu filmer l'unité d'élite des marins-pompiers de Marseille. Pompiers au cœur de l'urgence, c'est tout de suite dans Révélation. Marseille, 1 million d'habitants, deuxième plus grande ville de France. Pour la protéger, 2400 marins-pompiers. Une unité d'élite prête à intervenir à n'importe quel moment. Aujourd'hui, un feu vient de se déclarer entre Gardanne et Aix-en-Provence. Le brasier est gigantesque. Il faut agir de toute urgence. Une centaine d'hectares de forêt a déjà été ravagée. À partir du moment où on va faire l'attaque sur la partie un peu plus virulente, là, tu dis aux autres de gérer l'eau, d'économiser au maximum pour qu'on ne soit pas pris de cours. Ah, bien reçu, je prends le Beaurois, Julien de Beaurois. Sur la table. Et tu haut. Pour endiguer cette catastrophe, le maître principal mourre. C'est lui qui a la lourde responsabilité de diriger les opérations. Seul moyen de maîtriser ce feu, être au plus près des flammes. Une action dangereuse, les pompiers n'arrêtent pas de se parler. La moindre erreur de communication peut être fatale. Que les lisières! Avec Gégadi, là, on se trouve carrément à la tête du feu. Par contre, il y a les trackers qui larguent. Là, ça fait 2 fois, il y a nous larguer à côté. Je voudrais leur dire qu'on est juste au bout, là. Les trackers, ce sont ces avions qui ont été appelés en renfort. Ils déversent des tonnes d'eau. Une course contre la montre s'engage. Malheureusement, le feu continue de se propager. Les pompiers sont à cran. Pour l'instant, leurs efforts n'ont rien donné. Ils sont complètement dominés par le feu. Vas-y, 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 vas-y. Ferme. Vas-y, ouvre. Pire encore, de l'autre côté de la forêt, un mur de flammes avance à une vitesse folle. Les pompiers n'ont pas d'autre choix que de faire machine arrière. Ils tentent de se replier tout en essayant de contenir le feu. Vite, vite. Je peux pas couper, je peux pas, c'est sur la division. Les pompiers tentent de prendre le feu à revers. Ils se retrouvent dans le cœur du brasier. C'est le moment le plus dangereux de l'opération. Ouvre la division. À chaque seconde, ils risquent leur vie. Ils doivent veiller à bien rester dans le périmètre de sécurité. Oui, ça, les cervales. Les pompiers sont encerclés. Ils ne sont qu'à quelques centimètres des flammes. À tout moment, la situation peut dégénérer.
A priori, difficile de trouver une issue. Les pompiers sont entraînés à gérer ce genre de situation. Malgré la pression, ils gardent leur sang-froid. Droite ou gauche? Ouais, il n'y a plus d'eau. Ouais, là c'est pour... Tu m'as dit que tu veux taper là d'abord. Nous aussi, tu m'as dit. Tu veux le taper où avant? Peu à peu, les pompiers reprennent le dessus. Chaque mètre gagné leur redonne de l'espoir. Le cauchemar semble toucher à sa fin. Mais un événement imprévu menace de tout changer. Les pompiers sont à court d'eau, la citerne est vide. La température avoisine les 800 degrés et les hommes sont à bout de force. Au bout de 5 heures de lutte, l'obstination des pompiers finit par payer. Le feu est enfin maîtrisé. Peu avant minuit, les derniers foyers sont éteints. Les pompiers décompressent. Épuisés, ils font un premier débrief. On a couru. On est allé chercher le feu. On n'a pas attendu. C'était pas mal, ouais. C'était bien physique. Ça fait plaisir parce que c'est rare. Qu'est-ce qu'il y a là ? De courir comme ça. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les incendies ne représentent que 7% des interventions des pompiers. Dans la majorité des cas, ils sont appelés pour des interventions d'aide à la personne. Après 3 mois de formation et un concours d'examen, Eliane, 25 ans, a enfin réalisé son rêve, devenir marin-pompier. Diplômé depuis seulement quelques heures, il s'apprête enfin à réaliser sa première mission. Mais depuis ce matin, aucune intervention. En attendant, il tue le temps en effectuant des tâches ménagères. Ouais, si ça sonnait un peu. Et justement, l'alarme vient d'être déclenchée. Eliane a moins d'1 minute pour rejoindre le camion. Il s'apprête à vivre sa première intervention. Allez. Des personnes sont coincées dans un ascenseur. Des interventions comme celle-ci, les pompiers en pratiquent tous les jours. Pas grave, monsieur. Oh là là. Premier inter. Mais pas le temps de s'apesantir. Eliane et ses coéquipiers sont appelés de toute urgence. Cette fois-ci, c'est le jeune Kevin qui est prisonnier des toilettes. Mais il est pas blessé? Non. On va le libérer. Bonjour, ça va? Tu as tourné là? Tu as tourné en bas? Ouais. C'est bloqué là, regarde. Il a fait ma clé le coquin. Alors attends, on va chercher du matériel. Ah mais il faut aller me payer ça. Alors restez pas trop devant parce que on risque de vous faire mal. Attends, qu'est-ce que je vais te dire? Prends une tournevis, 2 minutes, prends un tournevis, s'il te plaît. Attends, hein? Quand je te le dis, tourner, tu tourneras. Le cas a l'air dérisoire, pourtant les pompiers vont le traiter avec le plus grand sérieux. Leur objectif, rassurer l'enfant et éviter une crise de panique. Vas-y, tourne. Ça marche pas? Ouais, c'est ça, c'est ouvrier, quoi. Bien joué! Qu'est-ce que c'est? C'est pour réparer. Ça y est, il est libéré. Mission accomplie. Et voilà. Allez, au revoir les petits. Au revoir mesdames, à bientôt. Le prochain appel au secours semble bien plus inquiétant. Une femme a perdu connaissance en plein milieu de la rue. Plus préoccupant encore, elle semble complètement inconsciente. Pour Eliane, c'est la première fois qu'il doit venir en aide à une personne inanimée. Il faut absolument lui faire reprendre ses esprits. Allez madame, un petit effort, on ouvre les yeux. Tac. Voilà, tu la prends un peu mieux. Vas-y, on la lève un peu. C'est bon? Voilà. C'est bon? L'un qui prend une tension, l'autre qui regarde dans le sac s'il y a des médicaments. La jeune femme est bien connue des marins-pompiers. Régulièrement, elle avale des surdoses de médicaments. Non, il n'y a pas de médicaments. Il y a 9,6 de tension.
9,6 de tension. Allez, madame, ouvrez vos yeux. Les pupilles, elles sont réactives? Non, elles sont pas trop réactives. Hein? Elles sont pas trop réactives, rien que en cachant, en enlevant la main, elles restent contractées. Une tension faible, pas de réaction au niveau des pupilles. Les pompiers alertent immédiatement l'hôpital. C'est une dame de 36 ans, retrouvée sur le sol, qui répondait un petit peu à la stimulation quand on est arrivé. C'est une dame qu'on connaît, qu'on a déjà fait en intervention, que très souvent c'était une intox médicamenteuse. Eliane reste concentrée. La jeune femme n'a toujours pas repris connaissance. Il faut absolument la réveiller, quitte à employer les grands moyens. Allez, réveillez-vous là, tiens, il fait jour. Regardez madame, il y a le soleil et tout. Mais rien à faire, la jeune femme ne se réveille toujours pas. Là, elle dort profondément. Hop! Allez! Madame, il y a quelqu'un? Parlez-moi là, regardez, je suis bonnard, si vous voulez, on parle de tout ce que vous voulez. J'ai plein de sujets. C'est madame comment? Je sais pas, c'est Michel, le prénom. Michel! Michel! Oh! Il est 10h30, vous avez pris le petit déjeuner, madame? Oh! Allez! Peu à peu, la jeune femme reprend connaissance. Ouais, je vais lui défoncer le dos. Là, madame, on est arrivé à l'hôpital. Eliane l'escorte jusqu'à l'hôpital. Finalement, la jeune femme sera placée en surveillance psychiatrique. Généralement alertés en premier, les pompiers sont parfois appelés en renfort par les médecins. Dans une maison de retraite, l'une des pensionnaires a fait un malaise. Elle ne parvient plus à respirer. Il faut agir très vite. Ça va? On va vous passer des médicaments, on va vous mettre une perfusion pour que vous respiriez mieux. Gagnée par le stress, Eliane semble un peu perdue. On va essayer de mieux vous faire respirer. Heureusement, un pompier expérimenté le guide. Tu expliques toujours... Voilà, je vous enlève la tubulure que vous avez. Rassurer les patients, c'est une des missions clés des pompiers. Je vous mets un masque là, comme ça vous allez bien respirer. Hop. Madame, je vais vous poser une perfusion. Ok. Vas-y, va voir Vincent, il va te faire quoi pour préparer une perf. Oui, la poche, tu l'as sortie. Tu les tiens comme ça? Ça, tu les tiens de bas pour l'instant. Ça, tu touches pas le bout. Ok. Ouais. Je vous pique, madame. Celui-là, il est ouvert ou pas? Non. Tu le redonnes au conducteur de l'air. Ils te le font pas voir à l'école? Non. Il ne faut pas traîner. La victime doit être évacuée au plus vite. Vous la mettez sur la chaise, vous la placez tout ça. Comme vous voulez. Comme vous voulez. Pour la première fois, Eliane a participé à une réanimation. C'est la première? Ouais. Première air. Ah, c'est ma première journée. On dort rien, on récupère un café. Une glace? Oui, tisane. Après chaque intervention, aussi petite soit-elle, place au débrief. L'occasion pour Eliane de faire part de ses angoisses. Voilà. C'est vrai que c'était vraiment l'inconnu. Je savais pas qu'est-ce qu'il fallait faire, à quel moment. Je les voyais tous. Ils avaient tous leurs tâches. Ouais, mais tu vois, pour la première, c'est bien. C'est vrai que quand on connaît pas, on se dit vraiment la personne, elle est au plus mal. Là, en fait, Là, si tu fais rien, c'est une des trois. Si on la laisse comme ça. Fonction vitale qui est touchée, la circulation. Si on fait rien, la personne est ça peut être rapide là, un truc comme ça qui se dégrade ou. Mais t'as vu la tension, 25, le cœur, au bout d'un moment, tu vas plus supporter d'avoir autant d'avoir une haute tension. Là, à l'endroit, ils la laissent, ils s'en rendent pas compte, elle est dans la chambre, la porte fermée. C'est un risque qu'elle décède. Eliane ne laisse rien paraître, mais il est quand même désorienté. C'est la première fois qu'il porte secours à une personne en grande souffrance. Malheureusement, tu vas t'habituer à voir la douleur des gens. Ouais. Tu vois, tu vas t'habituer à voir la détresse de sa vie personnelle. Les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, tu vois, tu vas t'habituer à tout ça. Mais c'est une bonne école d'un côté, je trouve, pour la vie, de voir ça. Nous sommes au centre de secours de Maurepas, dans les Yvelines. Le capitaine Jérôme Raffi, chef du centre,
et le commandant Stéphane Boubé, chef du service recherche des causes incendies, ont accepté de répondre à nos questions. Pour quel type d'intervention êtes-vous le plus sollicité? Pour des malaises, pour des blessures, avec plaies ou hémorragie, pour des arrêts cardio-respiratoires, pour des accidents vasculaires cérébraux régulièrement aussi. Moi, spontanément, c'est vrai que si j'assistais à un drame comme ça, un AVC par exemple, j'aurais tendance à appeler les pompiers. Or, je crois que c'est le SAMU qu'il faudrait appeler. Les deux. En fait, de toute façon, si vous avez un problème à caractère médical, il se crée ce que nous on appelle une intercommunication entre le SAMU et les sapeurs-pompiers. Et suivant la gravité de la blessure ou de l'incident, en simultané, vous allez avoir l'intervention d'un VSAB sapeur-pompier et d'une ambulance du SAMU. Les pompiers et le SAMU sont souvent amenés à travailler ensemble. Le sac, aspirateur de mucosité et le DSA. Aujourd'hui, c'est pour une femme enceinte. La future maman ressent les premières contractions. Elle est sur le point d'accoucher. Sur place, les pompiers procèdent aux premiers examens en attendant l'arrivée d'un médecin. Objectif, évaluer si elle a le temps d'être transportée à l'hôpital. Tu l'avais pris à quel bras? J'avais pris un bras gauche. Je prends le bras droit. D'accord. Il ne faut pas vous inquiéter. L'ambulance qui est là, c'est l'ambulance pour les bébés avec la couveuse, tout ça dedans. Et là, il y a un médecin qui arrive du SAMU avec des infirmiers et tout. Donc là, pour l'instant, je préfère ne pas la déplacer, la laisser comme ça, puisque les contractions sont encore assez espacées. Et on va attendre de voir ce que dit le médecin, d'accord? Mais surtout, il ne faut pas la bouger. Le SAMU vient d'arriver. Les contractions se rapprochent. Le risque que la jeune femme accouche chez elle. Est-ce que vous les ressentez, les contractions? Oui, donc, quand vous la ressentez, il faut essayer de pousser un petit peu parce qu'il est là. Hein. D'accord? Essayez, madame. Finalement, la future maman est évacuée. À l'intérieur du camion, une couveuse au cas où le bébé arriverait trop vite. Quelques secondes après son arrivée à l'hôpital, la jeune femme accouche. Aux dernières nouvelles, l'enfant se porte bien. Confrontés à la vie mais aussi à la mort, les pompiers sont habitués à gérer tout type de situation. Car venir en aide à des personnes en difficulté, cela fait partie de leur quotidien. À commencer par les accidentés de la route. Dans le centre-ville, une jeune femme a fait une chute en scooter. Les secouristes sont déjà sur place. La victime est consciente, mais elle tient des propos incohérents. Visiblement, elle souffre d'un traumatisme crânien. La voiture, elle n'est pas casquée. La jeune fille ne portait pas de casque. Une voiture l'a percutée. Le choc a été violent. Elle va être un peu désorientée, elle ne se rappelle pas C'est pour ça que tu m'as appelé, c'est pour la désorientation. Hein. Ça, et apparemment, il y aurait un léger coma au niveau de la face. Le docteur Barr, qui accompagne les pompiers, effectue un premier bilan sur place. Voilà. Alors mademoiselle, bonjour, c'est le médecin. Ça va? Où est-ce que vous avez mal? Vous avez mal nulle part? Vous voulez rentrer chez vous? Pas tout de suite. Vous êtes un petit peu abîmé, vous avez une plaie de l'arcade, vous avez un traumatisme crânien. Il faut que vous soyez hospitalisé un petit peu. Comment? Mes dents, elles vont partir. Qui ça? Mes dents. Non, vos dents vont pas partir. Elles bougent? Elles bougent? C'est ça? Non, elles bougent pas. Eh ben alors, elles vont pas partir, vous inquiétez pas. Est-ce que vous avez mal quelque part? Répondez-moi. Écoute. D'accord. Est-ce que vous avez mal au ventre? Non, ça à la va. poitrine? Non. Aux jambes? Non. D'accord. Bon, ça va. Hein? Ça aurait pu être plus grave. A priori, ça n'a pas l'air bien grave. Bon. Remettez l'oxygène sur le nez, s'il vous plaît. Non, on ne fait pas. Non. Laissez-nous faire. On la fait pas. Par contre, vous me laissez vous examiner, d'accord? Allez. Alors, vous mettez ça sur le nez. D'accord? Allez. Bon, on va faire comme ça, à travers le t-shirt. Vous avez froid? Respirez fort par la bouche. Ouvrez grand la bouche, respirez. Allez. Encore. Souffle. Respirez, soufflez, allez-y. Encore. Respirez bien. La victime est choquée. Par précaution, le médecin décide de prévenir ses parents. Il fait tout
pour se montrer rassurant au téléphone. Oui, bonjour, docteur Barr à l'appareil, marin pompier. M'excuse de vous déranger, je suis auprès de votre fille Rebecca qui a chuté de scooter, donc rien de grave. Je voulais vous prévenir, elle a juste un petit trauma au niveau de la face, mais sans gravité a priori, et rien de cassé. Elle est tout à fait consciente. La jeune victime est évacuée vers l'hôpital le plus proche. Mais parfois, la situation ne permet pas d'attendre et le diagnostic doit être fait sur place. Le docteur Axel en sait quelque chose, médecin intégré au corps des marins-pompiers. Il a l'habitude de gérer les situations d'urgence. 16 rue Léon Gozlan, dans le 3e. Direction le centre-ville, un homme vient de faire une crise d'épilepsie. T'es au 21 là. Première difficulté, le localiser, car visiblement l'adresse qui leur a été communiquée n'est pas la bonne. Une fois sur place, le médecin ne dispose d'aucune information. La première équipe arrivée sur les lieux lui fait un rapide compte-rendu. Crise d'épilepsie, c'est la première fois. Ouais. Il était un peu avec nous au début. Ouais. La situation est plus grave que prévu. L'homme a sombré dans un état comateux. Comment il s'appelle ce monsieur? Tu as une identité? Ce monsieur, c'est Ahmed, s'il te plaît. Monsieur? Ah ouais. C'est son prénom. Et son prénom? Fadel. Fadel. Fadel, ouvre les yeux, c'est le docteur. Mais Fadel ne réagit pas. Il est inconscient depuis plusieurs minutes. Il prend aucun médicament, ce monsieur. Demande à la famille s'il a été opéré de l'œil gauche. Monsieur? Comment? Est-ce qu'il a été opéré de l'œil gauche, le monsieur? Ou est-ce qu'il y voit bien? Ou est-ce... Oui. Vous avez une compresse? Qu'est-ce qu'il a eu comme opération? La cataracte? Cataracte à l'œil gauche. Il prend pas de drogue, ce monsieur, il prend pas de... Il prend rien du tout. Est-ce qu'il prend des drogues ou pas? Non. Des problèmes d'alcool? Non. Il a un ulcère à l'estomac, c'est tout. Pas d'alcool, pas de drogue. Si le docteur Axel ne découvre pas ce qui a pu provoquer son état, son patient risque de mourir. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait la sieste? Il n'a pas reçu des coups? Non. Non. Absolument pas. Il convulse encore. On va préparer 1 mg de ritonavir. Passe-moi la compresse sèche, s'il te plaît. 1 mg? Ouais, 1 mg de ritonavir. Une voie veineuse avec un salé. Merci. Le médecin pense avoir découvert l'origine du malaise. L'homme présente tous les symptômes d'un coma diabétique. Regarde là qui. Et il n'aurait pas pu avoir de l'insuline, lui? Non. Pourquoi? Non, je vous pose la question, c'est tout. Non. Son fils est malade diabétique, là. Oui. Il a été soigné à la Timone. Oui, mais lui... Lui, non, il n'est pas diabétique. Il n'est pas diabétique. Il a le moral en ce moment. Oui. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Il n'a rien. Pas de problème, hein? Jamais. Il était bien content, il rigolait. Hier soir, il est rentré, il restait... Mais le docteur Axel ne semble pas convaincu. Pour lui, Fadel a plutôt tenté de mettre fin à ses jours en s'injectant une dose d'insuline. Il lui faut de toute urgence une injection de glucose. Tu devrais peut-être un peu le basculer sur le côté droit. Bascule-le sur le côté droit. Il clampe, il fait garrot tout seul. Ça fait garrot tout. Allez, on faut se réveiller là maintenant. Fadel, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. En dépit des efforts du médecin, la victime s'enfonce dans son coma. Elle n'a toujours pas repris connaissance. Avant de l'emmener à l'hôpital, le docteur Axel va tenter une dernière fois de la faire revenir. Quelqu'un peut lui remettre Là, ce qui nous embête quand même un petit peu, c'est qu'on lui a fait remonter le taux de sucre, mais il ne se réveille pas.
Hein? Donc il y a deux solutions. Ou il va se réveiller là dans quelques minutes, revenir à lui et c'était vraiment que le taux de sucre qui était trop bas, ou il y a autre chose. Et on risque d'avoir peut-être à l'endormir complètement et à le faire respirer pendant le transport avec une machine. On va voir. C'est pas sûr, mais peut-être. D'accord? Et après je vais vous dire où on l'amène. Pour l'instant je sais pas encore. D'accord? Le docteur Axel ne renonce pas. Avec toute son équipe, il transporte Fadel à l'intérieur du camion. Objectif, le réveiller à tout prix. Fadel, serre-moi la main. Fadel, serre-moi la main là. Serre-moi la main là. Serre-lui la main. Voilà, très bien. L'autre. L'homme se réveille enfin. Les pompiers vont maintenant savoir ce qui s'est réellement passé. Tu as pris de l'insuline? Oui. Qui c'est qui t'a donné de l'insuline? Les analyses plus poussées permettront d'y voir plus clair. Fin de mission pour le docteur Axel. Comme lui, ils sont 38 médecins à soutenir les marins-pompiers pendant leurs interventions. Quelles sont les informations à donner en priorité quand on appelle le 18? Alors, tout d'abord, le numéro de contre-appel. C'est une des choses les plus importantes parce que si la communication était coupée pour une raison X ou Y, cela permettrait à l'opérateur qui avait reçu l'appel initialement de rappeler le requérant. Alors, ce que vous voulez dire, c'est de donner son numéro de téléphone. Numéro de téléphone, le numéro de la cabine téléphonique d'où vous appelez, le numéro de la borne téléphonique depuis laquelle vous appelez, le donner pratiquement tout de suite à l'opérateur qui reçoit l'appel, de façon à ce que s'il y a un problème de transmission, cet opérateur puisse rappeler ou éventuellement localiser le lieu de l'intervention, même si après, nous n'avons pas la nature. Et justement, dans les informations à donner, la nature de l'intervention, si on part plutôt pour incendie, pour accident de la circulation. Donc décrire la situation. Décrire la situation éventuellement, le nombre de victimes, bien sûr, les dangers potentiels si tant est qu'on puisse les déterminer, et demander avant de raccrocher si on peut raccrocher, justement. En moyenne, les pompiers sont appelés toutes les 7 secondes, un chiffre qui explose à l'arrivée de l'été. Insolation, hydrocution, déshydratation, les risques sont nombreux. T'as pas un poste là? Cet après-midi, les marins-pompiers ont été appelés de toute urgence. Un vacancier a été pris de violents maux de tête. Simple malaise ou AVC, les pompiers ne le savent pas encore. Première difficulté, l'homme n'a pas de papier sur lui. Personne ne connaît son identité. J'ai pas vu les papiers. Impossible de connaître ses antécédents médicaux. Tu veux donner le marteau réflexe, s'il te plaît? Marteau réflexe. Monsieur. L'homme parvient maintenant à bouger les mains, mais il ne prononce toujours pas un seul mot. 162 coups. Ouais, si tu veux. 23, 13 côté droit, 22, 11 côté gauche. Tu vas reprendre attention. Pendant que le médecin teste ses réflexes, Émilie installe une perfusion et des électrodes. Objectif, stabiliser le patient. Quel âge il a approximativement? Aucune idée. Tu lui donnes 60? Ouais, donner la quarantaine. Ouais, mais tiens, un 0, merci. Tu vas là au crochet, non? L'homme n'a toujours pas été identifié. Il n'arrive toujours pas à parler. Son cas est inquiétant. Aucune piste ne doit être négligée. Tu veux l'attention avant des deux côtés? Je te perfuse après? 23, il a. Les résultats des examens sont sans appel. L'homme a été foudroyé par un AVC. Me fais pas bouger. Vas-y, tu peux ouvrir doucement. C'est bon, ça passe. Ok. Je prends l'upside. Merci. Bouge pas.
Et le tension est symétrique, Hervé? Oui. Un caillot s'est peut-être formé, les risques sont multiples. Déchirure de l'aorte, embolie, infarctus. S'il n'est pas soigné très vite, l'homme risque de mourir. Tu fais attention, Daniel? Ah ouais, non, c'est bon, j'ai marqué une fille, là. Monsieur. Mais sur place, les pompiers n'ont pas le matériel nécessaire pour le prendre en charge. Contrairement au SAMU, leurs camions ne sont pas médicalisés. Tu fais gaffe, t'as une petite marche et une marche plus haute. Hein. La grande. L'homme est installé sur une chaise roulante. Mais avant de l'évacuer, dernière difficulté, quitter la plage. Les marches, elles sont irrégulières. Hein. Allez, on part pour un peu de poutre, les gars. On s'équipe complet. Autre danger de l'été, les incendies. Et à cette période de l'année, les alertes sont nombreuses. Ici, un reste de cigarette a enflammé un tronc d'arbre, provoquant un départ d'incendie. Heureusement, le gardien a réussi à le maîtriser grâce à un tuyau d'arrosage. On peut utiliser votre lance, on continue à finir la section avec. Tu le récupères? Tiens, tu récupères, tout fini. Merci. Voilà. Bah, tu continues à arroser. Essaie de rentrer carrément. Eliane termine le travail. Même si le matériel n'est pas très réglementaire, c'est la première fois qu'il éteint un feu. Laisse-le dessus si tu veux. Hein, ça continue à noyer un petit peu, quoi. Voilà. Ouais, donc là, quand c'est comme ça, bon, ce qui est important surtout, c'est de faire un bon petit noyage, quoi. Hein, donc, tu vois, pas compliqué, quoi. Bon, on aurait pu établir la lance, c'est pas nécessaire. On prend le matériel qu'il y a sur les lieux et on fait avec, quoi. On s'adapte. Malheureusement, tous les départs de feu ne se terminent pas aussi bien. Tu peux décapeler, Philippe. Ah, c'est bon. Commandant Stéphane Boubet, vous êtes chef de service, spécialiste de la recherche des causes d'incendie. Dans quelle situation les personnes abusent-elles du numéro d'urgence? Alors il y a plusieurs types d'abus qu'on peut répertorier. Il y a d'une part la fausse alerte vraie, véritable, où les gens, pour s'amuser, par vandalisme, ou parfois des enfants appellent les sapeurs-pompiers sur des interventions qui n'existent pas. Quel type? Par exemple des feux, il nous arrive d'être appelés pour des feux qu'on cherche. Exactement, au secours il y a le feu mais il n'y a pas de feu, ou il n'y a pas d'accident, ou il n'y a pas de personnes malades à cet endroit-là. Ça, vous arrivez à le déterminer lors de l'appel ou vous vous déplacez tout de même? Alors quoi qu'il se passe, si on a la moindre notion d'urgence, la moindre notion de personne en danger, même si on a un doute, on se déplacera. En fait, le service public ne peut pas se permettre de ne pas apporter de réponse à une détresse potentielle, donc on se déplace. Ce qui peut nous arriver, si on identifie qu'il n'y a pas urgence, mais que d'autres services, comme le SAMU, comme la police, voire parfois les services des autoroutes pour une voiture en panne, il peut nous arriver d'être appelé pour une voiture en panne, le service public, les sapeurs-pompiers, réorientent l'appel vers le service qui nous semble le plus compétent. 4 h du matin, quartier nord de Marseille. Cette fois-ci, c'est pour un véritable incendie que les marins-pompiers ont été appelés. En 10 minutes, une équipe d'intervention est sur les lieux. Des jeunes ont mis le feu à un véhicule abandonné. Heureusement, personne ne se trouvait à l'intérieur. Les pompiers ont sécurisé le périmètre. Il faut déployer le matériel au plus vite avant que le feu ne se propage. Bouteilles d'air comprimées, lance à eau, casque et tenue complète de protection. Face à n'importe quel feu, la procédure est la même. Rien n'est laissé au hasard. Dans quelques instants dans Révélation, vous découvrirez comment les pompiers vont lutter contre l'incendie d'une usine remplie de produits explosifs. Ça veut dire que c'est une combustion qui est pas bonne. Donc ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, ça peut nous péter à la gueule, quoi. À Marseille, face aux véhicules en feu, les deux pompiers s'avancent avec prudence. Les flammes atteignent déjà plusieurs mètres de hauteur. Le premier homme dirige la lance droit sur le brasier. Son coéquipier doit s'assurer que les projections de flammes n'atteignent pas le tuyau. Les pompiers sont venus à bout de l'incendie. Mais il faut continuer à arroser abondamment la carcasse pour éviter toute reprise. Autre problème, la fumée est très toxique. Au bout d'un quart d'heure, le danger est écarté. Dernière étape, dégager le véhicule de la chaussée. Tu peux le mettre, tu viens. Ok.
Mais la nuit est loin d'être terminée. Un autre incendie s'est déclaré en plein centre-ville de Marseille. Et cette fois-ci, il est beaucoup plus dangereux. Une usine de peinture a pris feu, à l'intérieur des matières toxiques et explosives. C'est une intervention à haut risque qui nécessite l'envoi de nombreux véhicules. Une situation tellement dangereuse que le capitaine de frégate Morin s'est déplacé en personne. Le propriétaire, on m'a dit qu'il venait sur les lieux. Vous n'avez pas d'éléments sur ce qui brûle? À l'intérieur, négatif. Apparemment, il n'y a pas de stockage de matière, c'est que du process, quoi. C'est que de produits finis, des machines, des choses comme ça. Il n'y a pas de stockage de matière première. Les pompiers vont utiliser de la mousse pour lutter contre le feu et de l'eau pour refroidir les structures. Première difficulté, la peinture qui ralentit la progression des hommes. Parce que tous les masques aériens sont pleins de peinture. On n'y voit plus rien. Ouais, le directeur de l'usine vient d'arriver. On va ensemble sur les lieux. Depuis 2 heures, les marins-pompiers sont bloqués à l'extérieur du bâtiment, sans savoir ce qui les attend de l'autre côté. C'est ça qu'on doit protéger. Face au bâtiment en flammes, les hommes s'impatientent. Ça s'appelle de la bonne mission, ça. Ouais. T'es en train de dire que je suis pas en tenue, c'est ça? Enfoiré, ouais. J'aime pas quand ça fume noir comme ça. J'aime pas. Parce que ça veut dire que c'est une combustion qui est pas bonne. Donc ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, ça peut nous péter à la gueule, quoi. Donc ce bâtiment-là, affaire classée, 2 petites torchères, position attentive, mais on ne peut pas les finir pour l'instant. Donc tous les moyens sont tournés vers là, le feu à l'air de favorisation. Oui. Comme je dis, il fume noir. Bon, ça dépend ce qui brûle, quoi. On a une analyse en cours par le spectro. Ouais, je leur ai demandé. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils analysent surtout au niveau des mecs. Soit on fait porter l'aéré à tout le monde, c'est ça qui m'intéresse. D'accord. Parce qu'avec les eaux d'extinction, les produits, les machins, les gars, ils respirent du white spirit. Bon, pas bon, quoi. D'accord. Pour évaluer la toxicité des produits, les pompiers vont se servir du spectro, un laboratoire mobile capable d'analyser la composition des produits chimiques présents dans l'air ou dans l'eau. Est-ce qu'on pourrait faire un prélèvement d'eau? À l'Yvonne. Non, de l'eau qui est par terre, dans lesquelles pataugent les pompiers. C'est possible? Parce qu'il y a des gens qui ont les pieds qui les démangent. Ouais, alors je sais pas pourquoi. Donc il faudrait essayer d'avoir un... Moi j'ai les pieds qui chauffent en fait, c'est comme si j'avais des vapeurs. Ouais, ben voilà, tout. C'est normal, c'est des solvants. Voilà, faire un dosage de pH déjà dans cette eau, voir ce qu'il y a dedans. Autre substance dangereuse, les solvants présents dans l'usine. Des liquides inflammables qui peuvent exploser à tout moment. Les pompiers ont enfin trouvé une ouverture. Mais avant de partir à l'assaut du feu, le commandant Morin fait part de son inquiétude au directeur de l'usine. Moi, ce qui me gêne un peu, si vous voulez, c'est que ça fume noir et c'est pas bon signe. J'aime pas quand ça fume noir. C'est clair, ça veut dire peut-être du produit dans les cuves. Les hommes sont sur le point de pénétrer à l'intérieur du bâtiment. Il faut intervenir sans plus attendre. Dernière vérification avant d'entrer. Pour vous, il n'y a que des produits que vous me dites là. Hein. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas de produits chimiques. Non, vous risquez là, de ce côté-là, il n'y a pas de risque. Non, pour l'attaque par l'intérieur. Ah ok, parce que nous, on va faire une percée par cette porte-là. Oui, ok, pas de problème. Le matériel susceptible d'être dangereux, vous avez les cuves qui sont contre l'autre mur et contre le mur du fond. Là. Ok. Mettez votre casque. Le feu vert est lancé. À l'intérieur, c'est à la fois la fournaise et le déluge. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Ça va bien. Pas mal de flammes. Hein? Pas mal de flammes encore. Il y a encore pas mal de flammes? Bon. Comment est la structure? Métallique? Du métal avec de l'énergie. Bon. Faut faire gaffe, hein? On va faire du feu. D'accord? Vous attaquez à l'eau, vous regardez si c'est efficace, sinon on passe à la mousse. Hein. Normalement, vous avez une autre équipe qui rentre de l'autre côté. Soudain,
le laboratoire mobile détecte un produit extrêmement dangereux. C'est un produit qui est emmerdant quand même d'un point de vue santé. Ça donne. Bon, on a un problème avec ce qu'a détecté le Spectro. Il a détecté un produit qui est toxique par inhalation et par contact cutané. Bon, il faut faire passer le message chef de garde, voir ce qu'on peut faire. Ok, j'ai un bon personne dedans là. Ouais, putain, quelle merde ce truc. Okay. Pour le commandant Morin, c'est la catastrophe. Tous ces hommes sont depuis de nombreuses heures en contact avec le produit nocif. Les risques pour la santé sont graves. Vertiges, migraines, évanouissement. C'est toute la compagnie qui est peut-être intoxiquée. On a un laboratoire mobile de spectrométrie de masse. Oui. On a fait des prélèvements. On a trouvé un produit qui est toxique par contact et par inhalation. Vraisemblablement, c'est un produit de dégradation du naphtalène. C'est-à-dire c'est la décomposition au feu. C'est le naphta. Non. Les produits de dégradation du naphta donnent ce produit. Oui, d'accord. C'est sûrement le naphta qui s'est décomposé. Voilà. Oui. C'est pas le naphta. Je ne parle pas du naphta. Je parle du produit de dégradation. Ben, il est toxique par contact cutané et par inhalation. Bon. Ça veut dire que, nos mecs refusent d'avoir l'appareil respiratoire et les bottes, des bottes en caoutchouc qui ne pénètrent pas. Plus des surpantalons, plus les équipés en conséquence. Seulement vous, si vous avez trempé dedans, je pense qu'il est bon d'aller vous rincer. Sinon, il faudrait voir par la big. C'est toxique au niveau du sang. Moi, je vous donne l'info. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Mais de nouvelles analyses viennent de tomber. Le commandant est soulagé. Bon, c'est bon, on a de la marge. L'alerte est levée. Dans l'usine, la concentration du produit nocif n'est pas assez forte pour être toxique. Après 5 heures de lutte sans merci, le feu est enfin éteint. Pour les pompiers, ce genre d'intervention à haut risque reste assez exceptionnel. Je vous confirme donc feu éteint. Sur les 318 000 feux que les pompiers affrontent chaque année, la plupart concernent des incendies domestiques. Le lendemain, dans les quartiers nord de Marseille, un immeuble est en proie aux flammes, une vingtaine d'hommes est déjà à pied d'œuvre. C'est le maître principal Moore qui les commande à la voix et à l'œil. Allez, vas-y, dès que tu peux, tu m'ouvres cette fenêtre. Attention, Yannick. Attends, Charrier, tu vas l'ouvrir avec moi. Le feu a pris au premier étage. À ce stade, les pompiers ne savent pas s'il reste encore des personnes prises au piège dans l'immeuble. Alors, ils redoublent d'efforts pour maîtriser l'incendie. Cache-toi derrière le volet quand tu fais ça. Côté sécurité, le maître principal Moore ne veut prendre aucun risque. Il y avait une personne âgée qui a été amenée vers le VSAV. Est-ce que c'est toi qui l'as sorti? Mais des occupants de l'appartement sont peut-être bloqués à l'intérieur. Donc, bon, tu me fais les 3 pièces de l'appartement, là tu m'as fait le point ici à personne. Attends, là je vois des flammes d'ici, donc il n'est pas éteint là. Écoute-moi, de dehors je vois des flammes d'ici, là, à l'entrée de la porte, au niveau de la fenêtre qui est le plus vers le nord. Autre inquiétude, la réserve d'eau de la citerne du camion. Donc tu me confirmes, dans l'appartement sinistré, il n'y a personne. Finalement, le feu n'a fait aucune victime. Mais pour le maître principal Moore et ses hommes, la mission est loin d'être terminée. Excusez-moi, vous habitez à quel étage? Ouais, au-dessus, la dernière. On va regarder, ouais, je vais vous ouvrir comme ça, s'il y a quelque chose, je vous dis. Les flammes ont disparu, mais les murs sont encore brûlants et le feu pourrait reprendre à tout moment. Là, j'appelle l'attaque. Du 3e niveau, côté rue, là. Ouais, c'est ce que j'allais faire, 2e et 3e. La caméra thermique permet de repérer les zones encore chaudes dans les murs ou les plafonds. Partout, c'est chaud. L'appartement est sur le point de s'embraser à nouveau. Seule solution, arroser les murs pour faire baisser la température. Allez, c'est bon, coupe pas. Après 3 heures d'intervention, l'immeuble est enfin sécurisé.
Sur le visage des hommes, la tension fait place à la fatigue. Ils ont beau avoir beaucoup d'expérience, il n'existe pas d'intervention sans risque. Croire que tout est facile. Pourquoi? Parce qu'après on tombe dans la routine et puis on se fait piéger. Donc il faut savoir rester humble et être vigilant. Bon, surtout quand on est avec des jeunes de 20 ans, on se doit de les ramener à bon port. Quel type de comportement adopter pour prévenir les incendies domestiques? Alors, comme je vous disais, c'est souvent parfois une question de bon sens. Par exemple, une lampe halogène sur pied dégage une chaleur relativement forte. Si on la laisse trop près de quelque chose de combustible, comme tout simplement des rideaux, par exemple à la mi-saison quand il commence à faire bon, qu'on laisse ses portes ouvertes, un coup de vent peut très vite amener le rideau sur l'halogène et commencer dès ce point-là un incendie qui, s'il n'est pas découvert très vite, peut d'une part aboutir à des drames humains, c'est bien notre priorité, d'abord sauver des vies, mais aussi des drames matériels où on peut perdre complètement sa maison, son appartement à partir d'une cause aussi banale que celle-ci. Alors comment réagir quand ça nous arrive? Essayez simplement de descendre 2 étages peut-être en apnée, c'est très difficile, rajouter à ça la panique, la fumée, l'ensemble de la famille qu'on essaie de protéger, c'est presque impossible à faire. Donc ce qu'il faut faire, c'est refermer sa porte d'appartement, la calfeutrer un maximum avec des linges humides, avec des serviettes, et aller de l'autre côté de l'appartement, dans une pièce, avec une fenêtre si possible, pour pouvoir vous manifester aux sapeurs-pompiers dès qu'ils vont arriver. Chaque année en France, près de 800 personnes perdent la vie dans un incendie. La plupart du temps la nuit. C'est ce qui est arrivé ici. L'un des habitants de ce pavillon a été surpris dans son sommeil et n'a pas réussi à s'échapper. Piégé par les flammes, il a tenté de se réfugier dans la salle de bain. En fait, il est allé se réfugier dans la baignoire. Parce qu'en fait, les collègues l'ont retrouvé à l'intérieur. Ouais, dans la baignoire. Mais il a pensé qu'il ne pouvait pas brûler dans la baignoire. Dans la maison sinistrée, c'est au tour de la police scientifique de faire son travail. Pour un marin-pompier, la mort d'une victime est toujours vécue comme un échec. En fait, un feu d'appartement à 4h50 ce matin. Et quand la première équipe est arrivée, l'armement du FPCL, l'appartement était totalement embrasé. En fait. Donc ils ont eu un peu de mal à pénétrer à l'intérieur, puis à progresser parce que la chaleur était particulièrement élevée. La priorité pour les marins-pompiers et pour les sapeurs-pompiers, c'est le sauvetage des personnes. Malheureusement, on déplore une victime à l'étage et une personne gravement brûlée au rez-de-chaussée. Les enquêteurs recueillent des indices. Leur but, déterminer si l'incendie était d'origine criminelle. VML est arrivé, vous avez pu continuer votre intervention? Négatif, pour le moment tout est arrêté. Le médecin légiste vient d'arriver. On attend également la morgue sur les lieux. Une fois que le corps sera évacué, on va pouvoir procéder à tous les petits travaux et de sécurisation de la maison. Bien reçu, Cosmodrome. En 30 ans de carrière, le major Gasparini ne s'est jamais habitué à voir arriver les hommes de la morgue. Une fois le corps de la victime évacué, la mission des pompiers se poursuit. Il faut désormais sécuriser les lieux du drame. Car le feu et l'eau ont fortement endommagé la structure du bâtiment, qui menace à tout moment de s'effondrer. Qu'est-ce que ça dit la ville? Le plâtre est chargé d'eau. Dès que la cloison sera tombée, ici, il n'y a plus rien qui la tienne, il y a tout qui va tomber. À l'intérieur, tout est calciné. Les débris jonchent le sol. Il ne reste plus rien. Si tu pousses légèrement l'eau, mais ouais, mais reste pas dessous. Vous avez raison. Ta main dans le couvert. Regardez ça. Alors que le marin-pompier pousse les restes du mur, soudain, c'est tout le plafond qui s'effondre. Ça va? Ça va ou pas? Tu as vu ce que je te disais? Il n'y a rien qui tenait là. Tu es blessé ou pas? Tu as vu quand c'est chargé d'eau ces merdes là?
Malgré la violence du choc, tout le monde s'en sort indemne. De retour à la caserne, les pompiers relâchent la pression. Mais leur pause sera de courte durée. L'alarme retentit. C'est le branle-bas de combat. Les hommes ont 1 minute pour rejoindre les véhicules. Les pompiers sont appelés dans une cité des quartiers nord de Marseille pour un ascenseur qui menace de s'écraser. Il y a urgence. Plusieurs personnes sont prisonnières de la cabine, coincées au 6e étage de ce bâtiment. Y'a quelqu'un là, l'ascenseur? Oui. Ah, mettez-vous au fond, on arrive. Les pompiers grimpent les escaliers 4 à 4 pour vérifier le mécanisme de l'ascenseur. Oh l'enculé. Bon, normalement, un câble résiste. Bougez pas. La situation est grave. Sur les 4 câbles qui soutiennent normalement l'ascenseur, 3 sont déjà cassés. La cabine ne tient plus qu'à un fil. À tout moment, elle peut céder. Ouais, stand-by, il a fait aucune manœuvre au niveau de l'ascenseur parce qu'il y a les câbles de suspension qui se sont coupés, là, ils sont sur le toit de la cabine. Apparemment, l'ascenseur il a fait une nouvelle chute, donc on va voir avec le jet ce qu'on fait, si on reste comme ça ou si on peut venir le VSR parce que bon, s'il est maintenu par qu'un seul câble. Ouais, alors bien reçu, je reste en stand-by au niveau de la machinerie et j'attends ton ordre. Popo. Vous voulez de l'eau? Vous voulez un peu d'eau? Bah, par la petite ouverture, je vais essayer. Attention, ça va arroser un petit peu. Hein. De quoi c'est ça là? Mais non, c'est une bouteille. La tension monte d'un cran. L'une des personnes bloquées à l'intérieur serait asthmatique. Ah oui, d'accord, donc il y a 3 femmes. Oui, ça fait 4 femmes. 4 femmes, ok, ce sont 4 femmes, d'accord. 22, 47, 16 et... 47 aussi. 47 aussi, ok. Et c'est la personne de 22 ans qui est asthmatique. Okay. Vous êtes rentré en communication avec elle, vous l'avez parlé là? Oui, je l'ai parlé. J'ai demandé à ma femme si elle a ventoline et on a pris. Ma femme aussi, elle est asthmatique. D'accord, ok. Bon, et là, elle se sentait bien ou quoi? Vous l'avez vu? Oui, elle est bien, je lui ai donné de l'eau. Les pompiers redoutent un scénario catastrophe. Le dernier câble est au bord de la rupture. Le câble qui a pété, il est là. Ouais. Et en fait, c'est un des 3 câbles qui tient la cabine. Ouais, lui il est en tension. Lui il est extrêmement en tension, parce que c'est le seul qui tient la cabine. Lui il a pété, lui il a pété, et il reste plus que lui. D'accord. La situation nécessite l'arrivée de renforts. Il faut sécuriser l'ascenseur avec les moyens du bord. Les pompiers utilisent des cordages pour retenir la cabine en cas de chute. Tu l'as tendu au maximum là? Je te lâche du mot un petit peu là. Quelques minutes plus tard, les hommes du CTP, une unité spéciale chargée des incidents techniques, lancent les opérations. Donc attends, les machineries sont en bas. L'ascenseur il est bloqué aussi. Première étape, reprendre le contrôle de la cabine retenue par un seul câble. On a monté voir au-dessus, là, à la poulie, là, derrière le... Au-dessus du trou, là. En haut, c'est un trou, tu sais, le carré? Ouais. C'est au-dessus qu'il y a le trou. Eric, combien vous êtes dedans? On va monter à l'étage, au dernier. Ouais. On va passer là... On va s'accrocher à la poulie. Il y a un point d'ancrage en haut. C'est parce qu'elle est pas... On descend la câble, on s'amarre sur la cabine, on le soulève. On va vous ouvrir un petit peu la cabine. Hein? Allez. Équipés d'un tir fort, les hommes hissent la cabine centimètre par centimètre jusqu'au prochain palier. Bougez pas. Bougez pas. Hein? Tu prends les jambes et les tires. Attends. Madame, mettez-vous contre les parois et ne vous inquiétez pas, la cabine elle va bouger un peu. Hein. Attention, tu vas doucement quand même. Hein. Tu forces pas parce qu'elle monte facile. Hein. Doucement. Voilà. Commence à libérer ça sur les cuisses, sur les squats. Tu peux avoir tes mains là-haut. Hein? Tu peux avoir tes mains là-haut. Essaye de virer ce câble. Si la poulie est là, si chaque épée, ça bouge pas trop. Encore quelques minutes d'effort et les marins-pompiers disposeront d'un espace suffisant pour dégager les victimes. Mesdames, doucement, une par une, vous attrapez le pompier qui est là. Il va vous sortir doucement. Hein? Voilà, mettez votre pression à la tête, ne vous affolez pas. C'est bon? C'est passé?
Allez, attention le dos. Engage pas tes pieds. La première à sortir est la jeune fille asthmatique. Alors, on va toucher. Par là, tu la descends. Les 3 autres femmes prises au piège sont remontées à la force des bras. C'est bon. Voilà, nickel. C'est bon? Vous avez vu comme ils sont costauds les pompiers là? Après 3 heures d'intervention, c'est le soulagement. Les femmes prisonnières de l'ascenseur sont enfin libérées. Cette nuit-là, une vingtaine d'hommes a été nécessaire pour dégager les personnes retenues dans l'ascenseur. Le lendemain matin, centre-ville de Marseille. Un immeuble de 3 étages s'est écroulé sur un magasin. Pour l'instant, aucune victime n'est à déplorer, mais une femme de 59 ans est restée coincée à l'intérieur. Impossible de savoir si elle est encore en vie. Récupère les chèques qui sont disponibles, on fait pas qu'un matériel ici. C'est le maître principal Moore qui est en charge des opérations de sauvetage. Avant de pouvoir accéder à la victime, les pompiers doivent retirer tous les débris qui bloquent l'accès. Une opération périlleuse. À tout moment, le bâtiment risque de s'effondrer sur eux. S'il y a des gens qui font rien, qui sortent. Allez, pour les gros éléments, on fait la chaîne et pour les coups on fait à mesure. Voilà, tout dehors. Plus les pompiers s'avancent et plus les gravats s'accumulent. Sans compter la poussière qui s'infiltre partout et bloque la respiration. Et on va mettre les masques parce qu'il y en a pour le moment. Depuis 1 heure, les opérations se poursuivent sans succès. Allez, gars, ils sont un peu purgés. De l'autre côté des gravats, la femme est toujours coincée. Les pompiers cherchent le moyen de parvenir jusqu'à elle. Mais la moindre brèche ouverte est aussitôt recouverte par les débris des étages supérieurs. Malgré leurs efforts, impossible d'accéder à la victime. Le temps presse, si la femme est encore vivante, sous les décombres, elle ne pourra pas tenir très longtemps. Il y a 3 fourriers là. Il va venir. Pour le maître principal Moore, la situation est de plus en plus frustrante. Il n'a qu'une envie, secourir la victime, mais il doit aussi veiller à la sécurité de ses hommes. Ah, tu es trop près là, tu es trop près, pas comme ça, tu es trop près. Allez, arrête, oui, c'est bon. C'est bon, on arrête là. Allez, on va vider ça. Le bâtiment a l'air d'être sécurisé. Les pompiers vont enfin pouvoir délivrer la personne bloquée depuis plus de 4 heures. Attends. Donne-moi une brique, Attends. Quand soudain, un bruit suspect leur fait craindre le pire. Une canalisation d'eau a cédé. Après l'effondrement, les pompiers peuvent reprendre leurs recherches. Au bout de 5 heures d'intervention, ils parviendront enfin à retrouver la femme coincée à l'intérieur. Malheureusement, elle n'a pas survécu à l'accident. Les marins-pompiers sont abattus. Lors de ce type de mission, vous êtes souvent confronté à la détresse humaine et parfois à la mort. Comment le vivez-vous? Quand on rentre dans cette profession, on sait qu'un jour ou l'autre, on sera confronté à la mort. Donc je pense qu'on n'y est pas forcément prêt, parce qu'on n'est jamais prêt à être confronté à la mort, mais on s'y prépare. Est-ce que vous vous rappelez de la première fois que vous avez fait face à la mort? Oui. Et comment vous l'avez vécu? Tout à fait naturellement. On était sur une intervention. Il fallait qu'on porte secours à une victime qui était en arrêt cardiaque. On a essayé de la ranimer pendant une quarantaine de minutes et malheureusement nos tentatives de réanimation se sont avérées inutiles. Maintenant, il faut analyser toutes les causes du décès et comme je vous disais, parfois les décès sont naturels. Après, le plus difficile, c'est aussi parfois la détresse des proches
qui est à gérer. Oui. Mais le plus sûr moyen de s'en préserver de tout ça, c'est de ne pas s'immiscer dans la détresse des proches. Ça vous est arrivé de perdre un proche ou un collègue dans l'exercice de ses fonctions? Oui, oui, très récemment, oui. Malheureusement, nous avons été endeuillés par la perte d'un collègue en Loire-Atlantique, mais qui avait fait partie de nos effectifs pendant très longtemps. Et nous nous sommes malheureusement rendus à ses obsèques en novembre dernier. Ouais. Et dans ces cas-là, ça ne vous donne pas envie d'arrêter? Non, justement, je vous dirais que par rapport à lui, par rapport à tous les collègues qui sont touchés au quotidien, nous avons le devoir de continuer à réaliser nos missions au quotidien avec le plus grand sérieux. Pour les missions les plus délicates, un groupe d'élite de marins-pompiers a été créé, le GRIMP, le groupe d'intervention et de recherche en milieu périlleux. Habitués au sauvetage en conditions extrêmes, ils doivent aujourd'hui évacuer une femme tombée en bas d'une falaise. Une chute d'une quinzaine de mètres. Ok, bon, de toute façon, l'hélico vous a localisé. Ça Des pompiers sont déjà au chevet de la victime, lui administrant les premiers secours. Les aides longues, donc on vous attend sur place, je t'ai un visu là. Et t'as des infos pour savoir où ça en est par rapport à l'état de santé de la personne? Oui, actuellement il conditionne, la personne est toujours consciente, personne est toujours consciente. Seul moyen de se rendre sur place, l'hélicoptère. Première étape, préparer le terrain pour pouvoir remonter la victime. Mais une fois sur les lieux, les pompiers vont faire une incroyable découverte. La chute n'est pas accidentelle. La jeune femme aurait été agressée. Tu m'avais demandé de contacter la police, correct? La victime. Victime âgée d'une trentaine d'années, 35 ans. Ouais, contacte la police parce que la victime a été retrouvée par l'équipe hélico complètement dénudée, avec ses affaires qui se trouvaient une quinzaine de mètres plus haut. A priori, la victime est saine et sauve. Mais il faut l'évacuer sans plus attendre. Il faudra plus d'1 heure aux pompiers pour la hisser jusqu'au sommet. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de sa chute. Mais pour les pompiers du GRIMP, un sauvetage encore plus périlleux les attend. Tu peux m'envoyer déjà, si tu veux, déjà des premiers éléments? Ouais. C'est un gars qui est bloqué sur les rochers. Ah, c'est celui de hier soir, là? Oh putain. Bon, nous, on y va, hein? Depuis 24 heures, un homme est bloqué dans les rochers, encerclé par la mer. Il faut 1 heure pour que les hommes du GRIMP se rendent sur la zone d'intervention. Par sécurité, des plongeurs ont été aussi mobilisés. Le Zodiac des pompiers est déjà à l'eau. Le temps presse. L'homme est en hypothermie. En quelques minutes, les marins-pompiers sont prêts à intervenir. Donc tu proposes une récupération Zodiac, correct? Affirmatif, je vais filer un gilet autogonflant là, à mon Zodi. Ils vont aller équiper la personne et à 2 sauveteurs côtiers, ils vont l'évacuer par la mer. Et après, on le déposera plage des Prophètes. Il n'y a qu'à préparer une équipe de secouristes parce qu'il est très fatigué. L'homme est coincé sur ce rocher. 2 marins-pompiers sont à ses côtés pour le rassurer. Ok, bah c'est parti, j'ai les Zodiac avec moi, je les briefe et on les envoie. Tu le percutes et vous l'encadrez de chaque côté. D'accord? Et le mec, vous le briefez avant. Il est mort, vous palmez-vous, vous le tirez au large, et dès qu'il est bon, vous récupérez à bord. D'accord? Le Zodiac fonce vers la côte. But de la manœuvre, évacuer l'homme malgré la mer déchaînée. Mais la victime est tétanisée par la peur. Elle refuse d'être évacuée par la mer. Les hommes du GRIMP arrivent sur place. Ce sont donc eux qui vont tenter de la sauver.
de tout ici. Ok. Il est là depuis hier environ. Il a refusé son évacuation mer par le Zévi. Donc je te propose d'aller le récupérer. Hein. Ça va, il est blessé ou visiblement très fatigué, simplement, conscient et pas de blessure apparente. Hein. Camille, Olivier va descendre au niveau de la victime, d'accord? Il va voir ce qu'il en est. Ça après dessus. Hein. Un premier sauveteur descend en reconnaissance. Les marins-pompiers sont en position. Ils ont décidé de remonter l'homme sur la corniche à l'aide d'un baudrier fixé sur le dos du sauveteur. En alpinisme, on appelle cela un cacolet. La première manip va s'effectuer avec un cacolet et un sauveteur. Ok? Première étape, se renseigner sur l'état de la victime. Est-ce que tu as l'âge de la victime et est-ce que la victime est calme actuellement? Alors, victime de sexe masculin, 22 ans. Simplement des petites plaies au niveau des pieds, des fesses, du genou gauche, enfin un peu partout, du rocher quoi. Un deuxième homme se prépare. C'est lui qui va assurer la stabilité de l'évacuation. Il faut à tout prix éviter que le jeune homme ne soit blessé pendant la remontée. Ah, alors on te remplace à la poule humaine. Sur le dos du troisième secouriste, le fameux cacolet qui permettra de transporter la victime. Est-ce que tu es prêt à réceptionner le cacolet? Je suis prêt. C'est bon, on fait démarrer le cacolet. C'est bon, on commence à dérouler les gars, doucement, doucement. Une mer forte, beaucoup de vent, la manœuvre est dangereuse. Il faut progresser en douceur. À cette hauteur, une chute serait fatale. On descend, on descend. Descends, 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 descends. Descends. Il est récupéré par le plongeur, descends. On commence à mouliner doucement, allez c'est parti. On commence à remonter, tu nous guides d'en bas. Hein. Essaye de le faire revenir vers là. Vers mon pied. Impeccable. C'est bon les gars. Magnifique. Après plus de 24 heures d'attente, la victime est épuisée. En état de choc, après une nuit d'angoisse, elle est sur le point de s'évanouir. Plus que quelques mètres et son cauchemar sera fini. Camille, arrivez là, que tu seras là, on te retournera pour te sortir. Les hommes du GRIMP accélèrent la cadence. Ultime difficulté, faire basculer le jeune homme par-dessus la rambarde sans le blesser. On remonte, on remonte, on remonte, on remonte. On avale, on avale, on avale, on avale, on avale. Halte là, halte là, halte là. Mission réussie, le jeune homme est enfin tiré d'affaire. Mais il est toujours en hypothermie. Le médecin des marins-pompiers décide d'effectuer les premiers soins dans le véhicule d'intervention. Ouais, on va te perfuser, ce sera beaucoup mieux. Non, pour moi. C'est bon ou vous avez besoin d'aide là? Là, ça va, là. Ça va? Ah ouais. Regarde-moi, respire fort la bouche ouverte. Vas-y, ouvre la bouche. Voilà, fond. Encore. Encore. Tu te sens comment, là? Ouais, t'as pas faim, t'as soif? Et un peu faim, d'accord. Ok. Des opérations de sauvetage aussi risquées, le GRIMP en effectue une centaine chaque année. Mais le plus grand danger que les pompiers ont à combattre reste les feux de forêt. Chaque année, près de 5000 incendies ravagent la campagne française. Sur la commune de Carpiagne, un énorme brasier mobilise tous les marins-pompiers depuis plusieurs heures. L'incendie a déjà pris une ampleur impressionnante. C'est pas bon parce que le feu va aller de plus en plus vite. Il n'y a pas grand-chose qui peut l'arrêter maintenant. Les camions se multiplient. La zone dépend du bataillon des Bouches-du-Rhône. Pourtant, les marins-pompiers de Marseille ont été appelés en renfort.
car l'incendie est particulièrement virulent. 3 pompiers ont même été blessés. On s'est fait prendre par le feu en bas au tunnel du Musuguet. J'en ai 3 sur le tas. Il a certainement 3 de son personnel qui est blessé. Lui, c'est le chef de corps de Roquevert. Lui, c'est l'horreur. C'est la panique. Avec le Mistral, les braises s'envolent et allument de nouveaux feux disséminés. Autant de foyers qu'il faut éteindre, les uns après les autres. Sapeurs et marins-pompiers luttent ensemble contre l'incendie. Un travail de titan. Chaque section a son poste. Objectif, encercler le feu de tous les côtés pour l'étouffer. Mais ça va, il y a des CSF qui montent, donc je vais... Par contre, c'est là-bas qu'il faut le coincer, parce qu'il Il y a des sapeurs qui établissent là, regarde, en bas. Ah ouais, c'est là-bas. Ça, c'est pas moi, ça. Nous, là, nous, c'est le dernier CSF là. Là, il te tient ce flanc-là. Sur la route, les camions citernes approvisionnent les lances à eau. Il faut tirer les tuyaux et ouvrir les vannes avant que les foyers sans cesse réactivés par le vent ne reprennent le dessus. Pour chaque feu éteint, ce sont 2, 3 ou 4 nouveaux foyers qui s'allument. Les pompiers sont à bout de force. Les premiers signes de fatigue se font sentir. Dans quelques instants dans Révélation, vous découvrirez comment les pompiers vont jeter leur dernière force dans la bataille contre l'incendie qui ravage la forêt. Oui, parce qu'il nous dépasse par le bas, là. Très vite, un nouveau problème de taille va mettre leur vie en péril. Les réserves d'eau des pompiers sont à sec. On a des reprises à tout Barzeng, là. Il va nous falloir de l'eau en urgence, là. Ah, c'est que quand tu es sur le feu, on n'a plus d'eau, Minon. Face aux marins-pompiers, l'incendie de forêt prend de plus en plus d'ampleur. Les flammes avancent avec une rapidité folle. Les gars, ça reprend derrière aussi. Allez, on va. Allez, vas-y. Patrouille derrière toi. Le feu progresse et menace de piéger les pompiers. Il faut redoubler de vigilance. On avance. À vos pieds, là, patron. Patrick, derrière nous. On va aller derrière, là-bas, là-bas. On va aller derrière, Patrick. Patrick, derrière toi. Au milieu de la forêt, la route ne joue plus son rôle de barrière anti-feu. Dans le dos des marins-pompiers, le brasier poursuit sa progression. Plus grave encore, l'eau vient à manquer. Y'a pas d'eau! À raison de 500 litres par minute, les réserves d'eau s'amenuisent. Quelques lances sont encore approvisionnées, mais il faut désormais veiller à ne pas gâcher l'eau. Regarde, ça part là-bas. Oh! C'est bon. On a des reprises à tout Barzeng, là. Il va nous falloir de l'eau en urgence, là. Ah, c'est que quand tu es sur le feu, on n'a plus d'eau, Minon. Économise ton eau, on n'en a plus. La pression est à son maximum. Le ravitaillement en eau devient crucial. Chaque été, on déplore de nombreux feux de forêt. Pourquoi sont-ils si longs à éteindre ? Ce sont des feux d'espaces végétaux qui justement ne manquent pas d'air et donc ils ont une propagation très rapide, liée essentiellement à l'hygrométrie, donc au pourcentage d'eau dans les sols et dans les végétaux, mais aussi au vent. Donc ce sont des feux très rapides, très violents, qui en plus ont souvent la particularité d'avoir des accès difficiles. Oui. Donc il y a plusieurs techniques pour les combattre. On privilégie en général ce qu'on appelle la sécurisation de points sensibles, où on se met autour des maisons pour éviter qu'on les protège avec nos lances, avec toute l'eau dont on puisse disposer à ce moment-là pour éviter qu'elles ne brûlent. Et on fait le choix tactique de laisser passer le feu sur les côtés pour pouvoir l'arrêter plus loin. Je vous explique, dès qu'il y a une reprise, on se dirige dessus, on l'arrose, voilà, et on coupe. Ça sert à rien d'arroser en marchant. En plus de vous casser la gueule. Vous noyez, mais vous profitez d'un moment de répit pour récupérer un petit peu. Hein, parce que s'il y a une reprise, on se passe les genoux au moment où ça repart. Pour limiter les risques de catastrophe, tous les hommes disponibles sont retenus en caserne. Si la situation l'exige,
ils viendront prêter main forte à leurs collègues. À la caserne de Louvain, le jeune Eliane n'espère qu'une chose, être appelé. Au loin, il peut apercevoir le feu dans les collines. Franchement, ça me branchait bien. Rien que la colline qui a brûlé à côté de chez moi, de s'approcher, c'était super attrayant. Là, sur un feu, ça a l'air gros. 5 minutes, là, on le voyait bien tout à l'heure, le panache. Ouais. Et nous, on sortait de l'Inter. Et pareil, on a vu le panache qui s'est levé au-dessus. Ça donne envie. Ah, carrément. Sur le lieu de l'incendie, le major Gasparini contemple l'étendue du sinistre. La motivation du pompier face au feu est plus forte que tout. Ah ben nous, bon, on aime ça, mais comme le sapeur-pompier, comme tout le monde, je veux dire, on aime ça parce que c'est le combat, parce que c'est la guerre, parce que c'est un ennemi qu'il faut abattre et on se bat contre lui, quoi. Et puis, je veux dire, même 30 ans après, c'est toujours la même envie de combattre les femmes. Mais là, il tourne, là, tu vois, il est en train de tourner. Là. Il est en train de tourner. Tu vois, il tourne, hein, regarde là. Regarde ce qu'il fait. Il va prendre et puis il va monter, là. Il ne faut pas crever la côte. C'est ça qu'on va mettre du monde, là. Quand on dit que c'est des murs de flammes qui arrivent, c'est vraiment des murs de flammes. Hein. Le feu a repris de plus belle. Le premier maître Gévaudan repart au combat. Le feu revient doucement par là. Il remonte à contre-vent. Là-bas, t'as la station de pompage et la ligne de chemin de fer. Et il repartait à la rebrousse. La pire crainte des soldats du feu est en train de se réaliser. À quelques mètres de là, des hommes sont sur le point d'être encerclés par les flammes. Arrive sur nous plus rapidement que prévu. D'ici un quart d'heure, 10 minutes. Sur un front, là, il nous dépasse par le bas, là. Bon, nous, le code d'homme pour l'instant, mais c'est limite. Il faut leur porter secours le plus rapidement possible. Vas-y, tire, attention à gauche, attention à gauche, les gars. Oh, attention à gauche. Les camions citernes doivent aller se ravitailler en eau. Le feu redouble d'intensité. Pour la première fois depuis le début de leur intervention, les marins-pompiers doivent reculer. Le groupe est parti au plein, là, on est quasiment vide. Oui, parce qu'il nous dépasse par le bas, là. Il arrive sur le bas à 100 mètres sous la piste, là. 100 mètres sous la piste, dans 5 minutes, il nous coupe la retraite, là. Après, il est 30 mètres sous la poursuite, là. Donc il faut faire replier d'urgence déjà les LDT des engins et le matériel qu'on peut. Reçu. Donc là, on a le 1 qui est plein. Tenir au moins la route, là. Je te laisse le matos à terre. Ouais. Descends. Ouais, tu laisses le matériel là. La situation devient critique. Sans eau, les marins-pompiers sont impuissants. Est-ce que tu es plein? Négatif, j'ai alimenté le 80 ainsi que l'établissement LDT pour les reprises. Monsieur, le 4000, il est comment? Il est pareil, il est vide. Le 4000, il descend. Fissa, on n'a plus un camion qui a de l'eau là. Non, on descend faire le plein, on revient ensuite sur la position là. Au bout d'une demi-heure, 10 000 litres d'eau arrivent enfin. Les marins-pompiers revoient leur stratégie. Avec ces nouvelles réserves, ils peuvent renverser la situation. Là, ici, là, 50 mètres devant nous, on a un front de 100 mètres qui remonte sur nous. Là, une lance dans le brûlé, là. On fait une zone de sécurité. On va mettre une division. Je suis avec le DIH sapeur. Okay. Il en met 23. Problème, une lance, on ne tiendra pas. Hein. Il y a tout le ballon qui est embrasé et il remonte là. On va mettre une division 70 dans le brûlé. Ok, on a la CCA. Donc il faudrait quelqu'un qui nous assure le dessous là. Faut pas qu'il nous prenne un revers. Les hommes avancent au plus près de la ligne de feu. Problème dans cette zone qui semble sous contrôle, la combustion qui n'est pas terminée. Là, ici, là. Faites gaffe, les arbres, on risque de s'abreuver au-dessus de nous. Allez, on ouvre. Allez, vas-y. Alors que les hommes s'enfoncent dans le sous-bois, un nouveau problème surgit. Le petit foyer forme désormais un mur de flammes que le vent rabat vers les hommes et les femmes présents sur place. Il faut battre en retraite.
Le feu est désormais maître du terrain. Le combat est pour le moment perdu pour les pompiers. Au sud, le feu s'est déplacé. Alors qu'il se rapproche dangereusement des habitations, l'inquiétude gagne les riverains. Ouais. Ils vont venir. Il y a un gros police 68 qui va arriver là. Le major Gasparini fait le tour du dispositif incendie. Acculés par les flammes, les hommes sont dépassés. Ils ont besoin d'un soutien aérien. Les hélicoptères bombardiers d'eau rentrent en action. À certains endroits, la fumée est si épaisse qu'on se croirait en plein hiver. Il est juste là le feu. Le feu, il est en dessous. Là. Tu sais, il arrive en bout, derrière le cynodrome, tout ça. Là. Tu as une pointe là qui vient. Tu as une route de feu qui va dessus. Et normalement, il arrive là. Il arrive en plein là-dedans. Tu as peu de chance, il s'arrête là. Peu de chance, si tout le monde reste inquiet, voilà. J'arrive au bout de là. Allez, vas-y, va à bout. De l'autre côté du vallon, le maître principal Gévaudan observe le feu avec inquiétude. Il sait que ces hommes sont dans une cuvette, au plus mauvais endroit. À droite, à droite. Voilà. Face à la reprise du feu, l'unique lance à eau semble inutile. Le premier maître Gévaudan doit freiner l'ardeur de ses hommes, sécurité oblige. À tout moment, c'est tout le vallon qui risque de s'embraser. Henri, fais gaffe là, ça revient fort là, fais gaffe, n'avancez pas trop là. Moi je suis plein, j'ai la CCA qui m'alimente au fur et à mesure. C'est bon, dès que la CCA est vide, tu me préviens, hein, parce que le feu risque de nous monter dessus à tout moment. Châtelet de Bure, tu m'entends? Les gars, n'arrêtez pas de mouiller là. Est-ce que les autres rangées sont disponibles au niveau hydraulique là? Henri, empêchez-les d'avancer là, empêchez-les d'avancer, ils sont en plein vert, en plein vallon, empêchez-les d'avancer. Le renfort d'une deuxième lance arrive juste à temps. Je suis là où on était sur notre position initiale, là. Je suis sur l'établissement de 250-300 mètres sur la droite de la piste. J'arrive, je t'ai un peu laissé tomber, j'arrive là. Eh, il faut que tu craches derrière les arbres là. Voilà, envoie ton jet en l'air derrière les arbres. Je suis là où on était sur notre plus à ta gauche, plus à ta gauche. Voilà. Sitôt les hommes regroupés, ils relancent l'offensive. Est-ce que tu vois le choix de Bure? Oh les gars, revenez là-bas. Il va revenir là, je me dis Philippe, le feu. Regardez les gars, regarde. Allez au camion. Henri, tu remontes vers les camions là, tu remontes vers les camions. Hein? Ah, il remonte pas. Au camion, allez. Hein? Ah, tire sur l'établissement. Tire-moi le 27 là. Ah, il y en a deux là. Bon, mouillez là, alors comment est-ce ça? Le feu il vient de passer devant, je peux y aller hein. Ouais, Capri bouge hein. On a bien reçu des avis de lance en bas au niveau de notre côté également. Avec le CCF 2, on établit. T'as de l'eau ou quoi? Ah, Capri, il faut remonter là, hein, parce que sinon là le feu on le Là. Vas-y. Capri dans la zone là. Allez, journée. On va l'arrêter là. Après 2 heures d'effort, la situation est enfin sous contrôle. Les marins-pompiers de Marseille ont été durement mis à contribution. feu là qui monte. Je suis sur le côté droit. Il faut assurer la permanence de l'eau sur les camions qui nous alimentent. Ça va. Tu peux.
gars, avec moi là, 2 personnes. Vous filez la main au sapeur. C'est ton établissement le presse. C'est vrai qu'il y a des reprises sur l'arrière, sur l'avant. Bon, là, on est en train de traiter une reprise d'un feu qui montait à contrevent sur le vallon qui est en face de nous. Là. Normalement, le feu part sur l'est, mais bon, là, on avait une reprise donc avec un feu qui montait à contrevent. On l'a traité. Bon, là, on est en train de noyer la lisière. Là. Et c'est vrai que le feu part un petit peu dans tous les sens. Là, en fait, il crée son propre vent et c'est pour ça qu'il remonte à contresens. Le danger est définitivement écarté. Après des heures de combat, fin de l'intervention. En zone, vous voulez savoir si vous aviez des missions. Ah non, stand-by pour l'instant, Moi, j'ai devant moi de visu le Renault, là, qui est à côté de moi, là. Le major Gasparini effectue ses dernières vérifications sur le lieu du drame et le spectacle est affligeant. C'est minable. Hein. Quand on passe qu'il y a 2 heures, c'était fabuleux, c'était des forêts magnifiques, c'était vert, c'était la vie. Ça, c'est la mort. Hein. C'est la mort. Un bilan catastrophique, mais malgré tout, quelques signes d'espoir. Quand le feu il passe très très vite comme ça, là, et qu'il est souvent en sous-bois et qu'il brûle l'échelle de Kermas, tout ça, bien souvent, il y a beaucoup d'arbres qui s'en sortent. Heureusement d'ailleurs. Et avec un peu de chance, il y aura pas mal d'arbres qui mourront pas, ceux qui pourront repartir. Chaque année, près de 22 000 hectares de forêt partent en fumée à cause d'incendies. Des situations dangereuses. 2012 a été une année particulièrement meurtrière. Près d'une dizaine de pompiers ont perdu la vie dans l'exercice de leur mission. Cette émission est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très vite sur numéro 23 dans Révélation. Bonne soirée.